La Formule 1, le pinacle du sport moteur. Une histoire splendide, comptant d'innombrables pilotes talentueux. Mais surtout, des voitures iconiques comme les 5 présentées à travers cette série de podcasts, F1 de légende. Pour ce dernier podcast de la série, nous allons nous intéresser à une voiture qui aurait très bien pu ne jamais être dévoilée. C'est d'ailleurs le seul modèle que sortira son écurie car celle-ci n'existera que durant la saison 2009. Pourtant, lors de sa seule saison dans le sport, elle rafle le titre des pilotes ainsi que celui des constructeurs. Et si cela est possible, c'est grâce à une superbe exploitation du règlement de 2009. Il s'agit bien évidemment de la Braun BGP 001. La Braun BGP 001 rencontre très vite le succès. Cependant, elle aurait très bien pu ne jamais voir le jour. En effet, début 2008, tout le monde est bien loin de se douter qu'une nouvelle écurie se trouverait sur la grille de départ l'année suivante. Et pour cause, Braun Grand Prix succède à l'écurie Honda. La marque japonaise avait fait son retour en Formule 1 en reprenant fin d'année 2005 l'écurie British American Racing, aussi appelée BAR. Ce team, fondé par Craig Pollock et le champion du monde 97 Jacques Villeneuve avec le soutien de British American Tobacco, avait lui-même été créé en reprenant Tyrrell fin 1997. BAR fait ses premiers pas en F1 en 1999, mais connaît des débuts compliqués. En 2000, l'équipe parvient à avoir comme motoriste Honda. Elle s'améliore dès lors petit à petit. En 2001, Craig Pollock est poussé vers la sortie au profit de David Richards. 2 ans plus tard, l'écurie recrute Jenson Button comme pilote. C'est un jeune Britannique qui a passé une saison chez Williams avant de rouler 2 ans pour Benetton Renault. Cette dernière écurie l'a relâché pour Fernando Alonso, le trouvant trop inconsistant. En 2004, Button surprend tout le monde en finissant 3e du championnat au volant de sa BAR Honda. Cela lui permet de signer à nouveau chez Williams pour 2005. Mais son team actuel fait appel car il y est aussi lié pour cette saison. La commission chargée de reconnaître les contrats décide que c'est celui le liant à British American Racing qui est valide pour l'année à venir. Une année à la suite de laquelle il est obligé de rejoindre Williams en 2006. Toutefois, cela va de nouveau changer. Comme dit plus tôt, Honda, qui n'est alors que motoriste de BAR, prend le contrôle de l'écurie fin 2005. Button décide donc de racheter son contrat chez Williams afin de rouler pour la marque Nippon lors de la saison 2006. Un choix fructueux car il décroche sa première victoire cette année-là au Grand Prix de Hongrie. Jenson est rejoint par un nouvel équipier pour 2006, Rubens Barrichello. Arrivé dans le sport en 1993, le Brésilien arrive chez Honda après 5 saisons chez Ferrari où il était considéré comme le second pilote derrière Michael Schumacher. Outre le succès de Button en Hongrie, les résultats des 2 premières saisons de l'écurie japonaise sont assez décevants. Cependant, les Nippons qui investissent beaucoup dans leur équipe entendent bien frapper en grand coup pour 2008. Dans ce but, ils signent Ross Brawn comme patron du team en novembre 2007. Ross Brawn est un ancien directeur technique et grand artisan de la réussite de Michael Schumacher chez Benetton et Ferrari. Honda espère donc qu'il va les aider à se relever. Toutefois, la voiture pour la saison à venir est déjà conçue. Il n'aura donc pas une grande incidence sur les résultats lors de sa première saison à la tête de l'équipe. Se rendant très tôt compte que 2008 serait un fiasco, Brawn décide avec ses ingénieurs de commencer à concevoir la monoplace de l'année suivante. Pour ce faire, ils vont éplucher le nouveau règlement qui rentre en vigueur pour 2009 afin d'y trouver une faille. Et ils vont y parvenir. La voiture, dont la conception est bien avancée et qui est alors nommée Honda RA109, semble prête pour se battre aux avant-postes d'après les simulations. Mais coup de tonnerre, le 5 décembre 2008, Honda annonce se retirer de la grille. La monoplace conçue ne vaut alors plus rien. Le retrait de la marque japonaise devrait leur coûter cher car ils rompent leur contrat avec la Formule 1. De plus, de cette décision pourrait découler la mise au chômage de 700 personnes. Afin d'éviter cela, les actuels directeurs de l'écurie Ross Brawn et Nick Fry tentent de convaincre Honda de retrouver un repreneur. Et le temps presse car il existe une date limite pour inscrire une écurie au championnat 2009. Souci, il y a peu d'intéressés par une reprise du team. Les 700 personnes menacées de chômage continuent, elles, à travailler en espérant bientôt avoir de nouveaux patrons. Mais personne ne se dégage. Ross Brawn et Nick Fry proposent finalement un deal à Honda pour que ceux-ci ne ternissent pas leur image en mettant 700 personnes à la porte. L'accord consisterait en un rachat de l'écurie pour $1 symbolique avec une participation financière des Nippons dans le nouveau team. Ceux-ci acceptent et émettent des conditions. Un budget de $200 millions sera fourni pour les caisses de la nouvelle équipe en 2009. Toutefois, après cette année, les Japonais ne financeront plus l'écurie et elle devra trouver de l'argent ailleurs. Le 6 mars 2009, Ross Brawn rachète Honda et crée son écurie Brawn Grand Prix. Le jour même, la Braun BGP 001, qui est basée sur la conception de la Honda RA109, est testée pour la première fois à Silverstone. Entre-temps, les autres équipes avaient déjà testé leur monoplace plusieurs fois. Brawn n'est donc pas du tout attendu dans les concurrents sérieux pour la saison, à tel point que l'un des plus grands journaux de sport automobile ne les mentionne même pas dans son guide d'avant-saison. Pourtant, à la surprise générale, la Braun BGP 001 est rapide,
très rapide. Et cela se vérifie dès le 9 mars aux essais de pré-saison à Barcelone. Jenson Button inscrit ce qui restera pendant un moment le meilleur temps de la première journée d'essai. Et après avoir fait 82 tours, son meilleur chrono se retrouve 4e meilleur temps de la session. 2 jours plus tard, Button signe le meilleur temps de la journée. Le lendemain, c'est son coéquipier Rubens Barrichello qui prend le meilleur chrono. Cependant, certains pensent que si la nouvelle écurie sort de si bons temps, c'est parce qu'elle roule avec une voiture qui n'est pas chargée avec beaucoup d'essence. Ils pensent que c'est une manœuvre pour attirer des sponsors car Brown GP, étant une écurie de dernière minute, n'en a pas. Pourtant, la réalité ne se trouve pas là. La monoplace proposée exploite simplement mieux le règlement et s'apprête à choquer lors de la première course. Ross Brawn savait lui depuis un moment ce qui allait se passer grâce à la création de l'écurie et ses évolutions exceptionnelles, comme le confirme René Fagnan. Il faut savoir qu'Honda s'est retiré. Je suivais ce qui se passait lorsque Ross Brawn, le soir, qui a dit « On rachète l'écurie parce que ce qu'on a entre les mains, c'est trop beau pour être vrai. » Malgré qu'il y a d'autres écuries, il y avait Toyota aussi qui avait quelque chose de bien, mais Brawn avait vraiment mis le doigt sur ce double diffuseur qui faisait en fait peut-être pas qu'on double l'appui ou l'effet de succion, mais quand même c'était vraiment spectaculaire, simplement parce que on a compris que le diffuseur, qui est cette partie arrière-là qui est entre l'axe des roues arrière et puis la partie arrière de l'aileron, qui sert en fait à créer une dépression sur la voiture, on s'est aperçu que si on faisait de petites ouvertures à un endroit très précis que la FIA avait pas soupçonné, on faisait passer beaucoup plus d'air. En faisant passer beaucoup plus d'air, à ce moment-là, l'effet de vacuum est beaucoup plus grand et puis vous assoyez vraiment beaucoup mieux la voiture par terre. Et ça, il l'avait vu dès la CAO, dès les essais en soufflerie. Et puis Ross Brawn s'est dit, on ne peut pas ne pas faire rouler cette voiture-là. C'est vraiment trop beau pour être vrai. Honda était plus intéressé, donc ils se sont dit, d'accord, si ça vous intéresse, on vous la vend symboliquement pour 1 euro. Mais pour se faire pardonner, on va quand même vous financer, mais surtout, dites rien. Donc, Ross Brawn a réussi presque à la dernière seconde à conclure un accord avec Mercedes pour avoir les voitures. Mais étant donné que la voiture a été finalisée en urgence, sa livrée est très simpliste. Elle n'affiche aucun sponsor et est blanche arborant aussi du noir et du jaune fluo. Mais l'absence de sponsoring est loin de refléter le futur palmarès de cette machine. Dès sa première course en Australie, elle domine. Button prend la pole position et Barrichello se place 2e sur la grille de départ. Au terme de la course, Jenson Button l'emporte devant son coéquipier brésilien. Directement, Red Bull, Renault et Ferrari portent réclamation contre le double diffuseur de la Brown BGP 001, le jugeant illégal. BMW, Sauber et McLaren rejoindront leur avis en portant plainte lors du Grand Prix suivant en Malaisie. Course remportée par Jenson Button. La prochaine manche se déroule en Chine. Le mercredi avant le GP, le double diffuseur de Brown est reconnu comme légal par la FIA. Les concurrents vont donc dès lors se dépêcher d'ajouter l'évolution à leur voiture, mais ce n'est pas des plus simples. Sebastian Vettel s'impose avec sa Red Bull en Chine. Button se retrouve sur le podium avec une 3e place et son coéquipier termine juste derrière lui. Le pilote britannique s'impose ensuite durant 4 courses d'affilée, à Bahreïn, en Espagne, à Monaco et en Turquie. Barrichello, lui, décroche une 5e et 2 2e places avant d'abandonner en Turquie à cause de sa boîte de vitesse. Après cette dernière manche, l'idylle de Brown GP s'arrête. Les autres équipes ont réussi à revenir grâce à des évolutions sur leur monoplace. Jenson Button est toutefois en tête du championnat et a une avance confortable avec 61 points, alors que le deuxième, Barrichello, compte 26 points de retard. Cependant, le leader du championnat connaît une période de creux. Il ne monte pas sur le moindre podium durant 6 grands prix. Mais pour son plus grand bonheur, les 6 courses sont remportées par 6 pilotes différents. Son équipier s'impose même au Grand Prix d'Europe à Valence, offrant à Brown sa première victoire depuis 4 courses. En Italie, soit 2 manches après cela, Rubens Barrichello réitère son exploit et Button renoue avec le podium en offrant par la même occasion un doublé à son écurie. En excluant son abandon en Belgique, Button est malgré des résultats moins brillants, toujours parvenu à marquer des points. Il fait d'ailleurs de même lors des 2 courses suivantes à Singapour et au Japon. Barrichello aussi aurait inscrit des points presque à toutes les manches jusqu'alors. Les 2 seules fois où il n'était pas rentré dans les points étaient en Turquie comme dit précédemment et en Hongrie où il termine 10e. À l'époque, seuls les 8 premiers marquaient des points.
Les pilotes se rendent ensuite au Brésil pour l'avant-dernière manche du championnat. Avant ce Grand Prix, Jenson Button compte une avance de 14 points sur son coéquipier et de 2 unités supplémentaires sur Sebastian Vettel grâce à ses résultats consistants tout le long de la saison. Si le leader du championnat termine sur le podium, il est assuré d'avoir le titre. Pour Barrichello et Vettel, il faut impérativement gagner pour conserver espoir. Pour ce week-end de course, le temps est désastreux au Brésil avec énormément de pluie. Il est difficile de faire un bon temps en qualification. Pour le plus grand bonheur de Jenson, son jeune rival allemand sort en Q1. Mais le pilote britannique ne capitalise pas là-dessus et sort lors de la session suivante. Il commencera la course 14e, juste devant Vettel. Tandis que Rubens Barrichello prend la pole position lors de son GP à domicile. Seulement, après un pit stop qui lui a coûté du temps au 21e tour, il se retrouve 9e, 2 places derrière son équipier qui a réalisé une belle remontée. Le tour suivant son arrêt au stand, Vettel le dépasse. Au 29e tour, c'est Jenson Button qui rentre au box alors qu'il se trouve en 2e position. Son arrêt est bon et il revient en piste entre les deux Toro Rosso. Il continue ensuite à gagner des positions et semble bien parti pour aller chercher le titre au vu des places de ses concurrents et du solide lead de Mark Webber. De plus, son coéquipier brésilien s'occasionne une crevaison à 8 tours de la fin et se voit relégué 8e. À la fin du Grand Prix, Mark Webber s'impose et Jenson termine en 5e position. Il est ainsi titré champion du monde pour l'unique fois de sa carrière. Les résultats de la course permettent aussi à Brown GP d'être sacré champion chez les constructeurs. Et ce, grâce à une Brown BGP 001 qui aurait pu ne jamais voir le jour et qui a dominé le début de saison avec son double diffuseur. L'écurie a même le droit à un ultime podium lors de la dernière course de 2009 à Abu Dhabi. Le champion du monde y accroche une 3e place. Son coéquipier finit lui au pied du podium. Malgré une seconde partie de saison plus compliquée, Brown, sa BGP 001 et Jenson Button l'ont fait. Inattendus en début de saison, ils ont décroché les 2 titres. C'est la première écurie de l'histoire du sport à remporter les championnats dès sa première saison. Cependant, quid de la suite ? L'écurie n'est plus financée par Honda pour 2010. Durant l'année, Ross Brawn a entamé des négociations avec Mercedes pour un possible rachat. Le 16 novembre 2009, Daimler AG, nom que porte le groupe Mercedes à l'époque, et Abar Investments s'offrent 75,1% des parts de Brown GP. L'écurie change alors de nom et devient Mercedes GP. Cela signifie donc que Brown GP a gagné 100% des saisons auxquelles il a participé, même si en soi, il n'en a connu qu'une. Ross Brawn reste quant à lui le team principal, malgré le changement de nom de l'équipe. En 2013, il quitte Mercedes et laisse le patronat à Toto Wolff et Paddy Lowe. Actuellement, Paddy Lowe ne fait plus partie de l'écurie et Toto Wolff en est le directeur exécutif et le team principal. Concernant Ross Brawn, il reprend du service en 2017 en devenant le directeur sportif de la Formule 1. Mais fin 2022, il a pris sa retraite bien méritée. Pour 2010, Jenson Button rejoint McLaren pour tenter de défendre son titre. Toutefois, il n'y arrive pas et Vettel devient champion du monde. Le pilote britannique passe encore 6 saisons avec le team avant de prendre sa retraite fin 2016. En 2017, il reprend une dernière fois le volant d'une McLaren à Monaco pour remplacer Fernando Alonso qui participe aux 500 miles d'Indianapolis. Après un accident, il est obligé d'abandonner et termine sa carrière de la sorte. Rubens Barrichello, lui, rejoint Williams en 2010 où il roule durant 2 saisons. Il score de temps à autre de bons résultats pour l'équipe qui se bat en milieu de grille. En fin d'année 2011, il prend finalement sa retraite. Quant au team Mercedes, celui-ci s'apprête à marquer le sport. Entre 2014 et 2021, l'écurie remporte les 8 championnats constructeurs d'affilée. Les Flèches Argentées gagnent également 7 titres pilotes, dont 6 pour Lewis Hamilton et 1 pour Nico Rosberg en 2016. Néanmoins, depuis le changement de régulation en 2022, l'équipe allemande a un peu plus de mal et ne parvient pas à se battre pour des titres. L'an passé, Mercedes a terminé 3e au championnat des constructeurs. Le team n'a empoché qu'une seule victoire grâce à George Russell au Brésil. Cela marque par la même occasion la première saison de F1 à laquelle Lewis Hamilton a pris part sans gagner de Grand Prix. Toutefois, l'écurie bâtie sur les cendres de Brown GP peut encore nous surprendre cette saison avec de possibles nouvelles améliorations. Ainsi se termine donc cette série de podcasts qui retraçait l'histoire de la Formule 1 en présentant 5 monoplaces qui ont marqué celle-ci. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter tous les podcasts, je vous invite donc à le faire. C'était Tom Gurd pour F1 de légende.